Notre invité François Fillon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, François Fillon. La France doit-elle arrêter les négociations sur le traité transatlantique, le fameux TAFTA? La France doit dire à l'Union européenne qui négocie le TAFTA qu'il n'est plus possible de continuer cette négociation, à la fois pour des raisons qui tiennent à des sujets qui sont des sujets dans la négociation sur le TAFTA, mais pour une autre raison qui, à mon avis, est largement aussi importante, c'est que les États-Unis exercent sur l'Europe une tutelle économique et financière à travers la justice américaine qui devient insupportable. Et dans ces conditions, moi je considère qu'on ne peut pas continuer à discuter d'un traité de libre-échange quand dans le même temps, les entreprises européennes sont soumises à la loi américaine alors qu'on est en France, dans un pays souverain, et en Europe, dans une Europe qui doit être indépendante. Donc la France doit dire stop. La France doit dire aux Américains, on n'est pas contre des traités de libre-échange, mais vous sanctionnez les entreprises européennes en fonction de vos propres critères, de votre politique étrangère, de votre droit. Vous infligez des amendes invraisemblables à des entreprises européennes et en même temps vous voulez nous demander de conclure un traité de libre-échange. Ça devrait être l'occasion pour les Européens d'affirmer leur autonomie, donc leur indépendance, leur souveraineté. On met en balance. Si vous ne voulez pas discuter de cette question, et je crains qu'ils ne veuillent pas discuter de cette question, parce que c'est pour eux une façon d'imposer une forme de, comment dirais-je, d'autorité sur l'économie européenne. Vous voyez bien, les entreprises qui veulent travailler avec l'Iran n'ont pas le droit de le faire. La BNP a été condamnée à 9 milliards de dollars d'amende. Pourquoi? En fonction de quoi? En fonction de décisions européennes, de lois européennes? Pas du tout. En fonction de décisions de juges américains. C'est une situation qui devrait conduire les gouvernements européens à se rebeller, à taper du poing sur la table. C'est une situation qui est inédite depuis 30 ou 40 ans, et on ne dit rien, et on continue à discuter de ce traité de libre-échange. Il faut arrêter de discuter. Il faut arrêter de discuter. Est-ce qu'il faut signer le CETA, qui est un traité semblable, avec le Canada? Est-ce qu'il faut le signer? Parce que là, il a ratifié, mais enfin, il a ratifié, il a été. Ça dépend ce qu'il y a. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Oui, s'il y a je ne sais pas. Les mêmes conditions sur le plan sanitaire, environnemental, les mêmes. Je ne sais pas ce qu'il y a dans ce traité, et donc je ne réponds pas aux questions que je ne connais pas, et donc je vais le regarder avec la plus grande attention. En tout cas, le Canada n'exerce pas le même impérialisme sur l'économie européenne, c'est certain. Oui. Les marchés publics réservés aux entreprises américaines, est-ce qu'on ne devrait pas faire la même chose, nous, en Europe? Bien sûr, c'est une question d'équilibre. On dit aux États-Unis, si vous voulez signer ce traité, vous ouvrez vos marchés publics aux entreprises européennes. Nous avions déjà eu cette question avec le Canada, qui nous avait conduit à des négociations difficiles, vous vous en souvenez, notamment sur les questions de métro des villes canadiennes, où les entreprises européennes n'étaient pas les bienvenues. Bien, François Fillon, on va parler emploi, évidemment, mais auparavant, je voudrais que nous regardions le nucléaire. Est-ce que si vous êtes élu président de la République, vous fermez Fessenheim? Non. Non? Non. Pourquoi? Parce que je ne gaspille pas l'argent des contribuables français, parce qu'il y a une centrale nucléaire qui, tant qu'elle est autorisée à fonctionner par les autorités de sûreté, correspond à un investissement du peuple français, produit de l'électricité. Je ne vois pas pourquoi on fermerait Fessenheim, ou alors si on ferme Fessenheim, il faut fermer toutes les centrales nucléaires du même type. On ne peut pas dire cette centrale est dangereuse et pas les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en réalité, vous le savez bien, que la fermeture de Fessenheim, c'est un cadeau fait au vert dans le cadre d'une négociation électorale. Et si François Hollande avait vraiment voulu le faire, il l'aurait déjà fait. Mais vous voyez bien qu'il ne le fait pas. Vous ne réduisez pas à 50% la part du nucléaire dans la production électrique française? Ça, c'est juste impossible. Qu'on se comprenne bien. Je ne dis pas que le nucléaire... Parce qu'on n'a pas fait suffisamment d'efforts sur le renouvelable. Non, je ne dis pas que le nucléaire est la seule voie d'avenir en matière énergétique. Je dis simplement que le nucléaire occupe aujourd'hui une place centrale en France, 80% quasiment de l'électricité. Passer à 50% d'ici 2025, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire augmenter de façon très significative les émissions de gaz à effet de serre. Car évidemment, les 50%, le passage à 50% n'est pas compensé par les énergies renouvelables. Il est donc compensé par une large part, par la remise en route. Pourquoi? Parce que nous avons pris beaucoup de retard, notamment par
rapport à d'autres pays d'Europe. D'abord, on est en train de le rattraper. Je vous rappelle que c'est mon gouvernement qui a lancé la construction des éoliennes en mer, qui sera sans doute une des sources importantes de production d'énergie dans l'avenir. Mais les énergies renouvelables ont toujours une caractéristique, c'est qu'elles ne produisent pas d'électricité en continu. Et donc, on a toujours besoin, avec les énergies renouvelables, de garder des capacités de production classiques, ce que font les Allemands en ouvrant des centrales à charbon, en remettant en service des centrales à charbon ou en créant des centrales à gaz, et donc pour assurer les pointes de consommation. Et donc, les énergies renouvelables ne peuvent pas remplacer au kilowattheure près les centrales nucléaires qui seraient fermées. Et donc il faudra prendre un peu plus de temps pour assurer la transition énergétique. Il faut le faire de manière intelligente. Il faut faire des recherches dans tous les domaines et pas seulement dans les énergies renouvelables. Donc vous demandez la reprise de la recherche sur les gaz et pétrole de schiste, par exemple. J'ai toujours dit que un pays qui s'interdit de faire des recherches sur quoi que ce soit est un pays qui marche sur la tête. L'avenir de l'humanité, elle passe par des innovations, des découvertes scientifiques. Donc on n'a rien trouvé pour extraire autrement ce gaz. Si on n'a rien trouvé, on ne le fait pas. Mais pourquoi s'interdire de continuer à chercher? François Fillon, le Creusot, Areva n'écarte pas des falsifications. J'ai vu ça, c'est inquiétant. Areva n'écarte pas des falsifications dans le suivi des fabrications d'équipements au sein de son usine du Creusot. J'ai lu ça comme vous et j'attends de voir la suite des informations. C'est inquiétant pour Flamanville, pour les EPR. Si ces informations se révèlent exactes, ce qui n'est pas pour le moment, puisque ce sont juste ce sont des problèmes de procédure qui semble-t-il n'ont pas été poursuivis, ça serait extrêmement inquiétant pour l'avenir de l'EPR et pour la filière nucléaire française. Donc c'est évidemment une information d'une très grande importance dont je ne me réjouis pas. Oui, Hinkley Point, vous continuez ou pas? Oui, bien sûr. Il faut continuer. Bien sûr. Pourquoi est-ce que la France, qui maîtrise sans doute le mieux au monde la technologie nucléaire, qui produit 80% de son électricité depuis combien d'années, depuis plus de 30 ans avec le nucléaire, sans le moindre incident, pourquoi la France se priverait de cet atout? François Fillon, la France est en décadence, dites-vous. Oui, enfin c'est pas une formule. Moi j'aime pas trop. Non, mais c'est une formule que Valéry Giscard d'Estaing a utilisée et je pense qu'elle est assez juste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une façon de dénigrer notre pays. Non, pas du tout. Non, parce que si on veut le redresser notre pays, ce qui est mon objectif et la raison de mon engagement, il faut faire un diagnostic qui soit exact. Ce qui nous a coûté très cher depuis très longtemps, c'est cette façon qu'ont les responsables politiques à enjoliver la réalité. Et quand la réalité est enjolivée, comment mettre en œuvre les solutions difficiles qu'il faut mettre en œuvre pour redresser le pays? Oui, on est en déclin économique. C'est une évidence. On perd des parts de marché sans arrêt. Et ce que j'appelle en décadence, c'est quand un système politique, un système social n'atteint plus les objectifs qui s'est fixés. On voit bien que la démocratie est bousculée de partout, de Nuit debout en passant par tous ces mouvements citoyens qui se créent et qui, à juste titre, au fond, réclament. Je ne dis pas que j'approuve Nuit debout, je dis simplement qu'il y a un mouvement de citoyens qui réclament une participation à la vie politique du pays. Et en face de ça, on voit un système politique qui se referme sur lui-même, comme toutes les sociétés en décadence. On peut dire la même chose des organisations syndicales qui sont de plus en plus repliées sur elles-mêmes, de moins en moins ouvertes au changement. Donc oui, il y a un parfum de décadence dans la société française. La loi El Khomri, la fameuse loi travail, le 49.3 n'est pas un choix que nous privilégions, vient de déclarer Emmanuel Valls. Ça vous fait sourire? Oui, parce que quand un Premier ministre dit ça, ça veut dire qu'il annonce déjà que le 49.3 va être la solution pour finir le vote de ce texte. Voilà un gouvernement qui recule sur quasiment tous les sujets. Le président de la République a dû déposer les armes sur la modification de la Constitution et je m'en réjouis, sur la déchéance de nationalité. Je pense qu'il peut plus permettre aujourd'hui un nouveau recul au Parlement, donc le 49.3 sera utilisé. Est-ce que vous la voterez, cette loi? Bien sûr que non. Je crois sur votre antenne dit qu'au début, les premières propositions étaient intéressantes et comportaient des avancées. Il n'y en a plus aucune. Et je pense que le débat va même encore faire reculer le texte. C'est-à-dire un texte qui était fait pour créer de l'emploi, mettre de la
la liberté dans l'économie française va se terminer par un texte qui crée des contraintes supplémentaires pour les entrepreneurs. Alors, vous faites des propositions en matière d'emploi, mais j'ai un mot sur Nuit debout, rassemblement interdit après 22 heures, place de la République, c'est une bonne décision? Il est très temps. Je pense que on est dans une démocratie. Il y a des élections. Si les gens qui manifestent à Nuit debout ont envie de se présenter aux élections, qu'ils se présentent aux élections. Pourquoi ils se présentent pas? Ils se présentent pas parce qu'ils gagnent pas, parce qu'en général ils font 0,1% des voix. Et donc la seule manière qu'ils ont d'exprimer leur position, c'est d'occuper des espaces publics, de pourrir la vie des gens qui habitent dans ce quartier et de créer en permanence du désordre et de la violence. Le gouvernement est très responsable parce qu'il a laissé faire. Il a laissé faire à Notre-Dame-des-Landes, il a laissé faire à Sivins, il laisse faire maintenant ici. Il y a une forme de tolérance de ces mouvements qui crée des précédents et qui, à mon sens, fait peser une sorte de menace sur notre système démocratique. François Fillon, je regardais vos propositions en matière d'emploi. Vous allez les faire aujourd'hui, les présenter ce soir, avec, dans une réunion publique un peu particulière, un meeting interactif, c'est-à-dire que les internautes vont pouvoir participer à votre meeting et voter sur les propositions que vous faites. Je regardais vos propositions: généralisation de l'alternance, développement de l'enseignement professionnel, vous relevez les seuils sociaux 10 à 50 salariés, 50 à 100 salariés, suppression de la durée légale du temps de travail, référendum d'entreprise possible, réforme des procédures de licenciement. C'est-à-dire réforme des procédures de licenciement, qu'est-ce que vous proposez? Ça veut dire que je propose, comme d'ailleurs un peu la loi El Khomri voulait le faire au début, qu'on mette en place un barème pour les prud'hommes, de manière à ce que quand on licencie une personne dans des conditions qui sont des conditions fixées par la loi, on sache exactement combien ça va coûter. On sait que notre système est trop rigide. Au fond, qu'est-ce que je veux faire? Depuis 30 ans, on fait des rustines. On pose des rustines sur un système social, sur un modèle social qu'on pense être un modèle social remarquable. Ça ne marche pas. On a tout essayé. On a essayé les primes pour les entreprises. On a essayé les baisses de charges sur les bas salaires. On a essayé les 35 heures. On a essayé les départs en pré-retraite. On a essayé les stages parking. Rien ne marche. Et donc il faut changer de système, il faut arrêter de bricoler. Quand j'ai dit qu'il fallait casser la baraque pour la reconstruire, c'est parce que je pense que le vieux système est brisé et qu'il doit être changé profondément. Et le changement, c'est la liberté. C'est une liberté d'embauche, une liberté de licenciement, c'est c'est une vraie égalité des chances. Vous ne voulez pas de contrat unique? Le contrat unique, c'est une idée intellectuellement séduisante, mais je pense que dans un système, dans un pays comme le nôtre, elle va se traduire par des contraintes supplémentaires. Vous voulez développer le statut de travailleur indépendant? Absolument. Aussi, pour faire face notamment aux nouvelles technologies, au fait qu'il y aura de plus en plus de gens dans notre société qui vont se mettre à leur compte et qui vont proposer leurs services aux entreprises. J'ai envie de vous répondre très bien, mais si j'étais homme politique de gauche aujourd'hui, un proche de François Hollande, je vous dirais mais ça va mieux. Je vous dirais ça va mieux. Pourquoi ça va mieux? Parce que la croissance 0,5% au premier trimestre, parce que les défaillances d'entreprises sont en baisse de 10%. Je vous dirais donc l'entreprise France va mieux. Ça va mieux avec 6 millions de chômeurs? Ça va mieux avec 2 millions de jeunes qui sont ni à l'école, ni dans un emploi, ni dans une formation. Je dirais, il n'y a que François Hollande pour croire à cette opération de communication qui est une petite amélioration de la croissance en Europe. Au pouvoir, on dit toujours que ça va mieux. Oui, mais c'est justement toutes ces habitudes-là que je veux changer, avec lesquelles je veux rompre. Et pourquoi j'organise ce soir cette rencontre? Parce que je veux montrer que mon programme, il est fait pas avec des responsables politiques, il est fait avec la société civile. Je l'ai bâti avec la société civile, je veux le présenter aujourd'hui avec la société civile, c'est-à-dire qu'il n'y a que des chefs d'entreprise et des acteurs économiques qui vont intervenir ce soir dans ce débat. Il y a 350 000 personnes qui ont déjà voté sur les mesures que je propose, et ensuite je veux le mettre en œuvre avec des ministres de la société civile. Avec un gouvernement resserré. Un gouvernement resserré dans lequel je voudrais ce que j'appelle des poids lourds, c'est-à-dire des ministres compétents, ça nous changerait, et des ministres qui ne soient pas seulement des politiques. Vous aviez des ministres incompétents, vous, dans votre gouvernement? Ça fait un certain temps qu'on a décidé de mettre en place des ministres qui sont des
représentation de la société. C'est-à-dire qu'on confond. C'est-à-dire que vous n'avez jamais choisi aucun ministre de votre gouvernement. Non, mais François Fillon, je ne comprends plus. Il y a une dérive dans le système politique français. Parce que c'est bien beau de dire je veux refaire, je veux rénover la vie politique française, mais enfin, quand on a été aux affaires, c'est difficile. Il faut, au contraire, c'est comme ça qu'on tire des enseignements, des erreurs qui ont été commises. Je constate qu'il y a depuis une vingtaine d'années une dérive dans la composition des gouvernements. Les gouvernements du début de la Ve République étaient composés de poids lourds politiques, de techniciens. Il y a eu des Simone Veil, des André Giraud, des Raymond Barre, des René Monory, des Alain Devaquet, des Hubert Curien, pour prendre un exemple à gauche. C'est-à-dire des gens qui étaient des techniciens qui apportaient leur autorité et leurs compétences. René Monory, il était garagiste. Hein. Oui, mais il était à l'éducation nationale. Oui, ça a été plutôt un bon ministre de l'éducation nationale, parce qu'il avait une autorité personnelle, il avait une autorité morale, et c'est avec ça que je veux renouer. Les gouvernements dans lesquels on nomme des personnes pour ce qu'elles représentent et pas pour ce qu'elles sont en réalité, on se trompe. Sont politiques alors. Oui, c'est-à-dire qu'on se trompe. Le Parlement est fait pour représenter la société française, pas le gouvernement. Le gouvernement, il est fait pour avoir des patrons à la tête des ministères qui mettent en œuvre des réformes. Voilà. Les primaires, j'ai vu qu'il y avait une appétence des Français pour les primaires. Le dernier sondage BFM TV Odoxa le montre. Incroyable appétence. Est-ce que vous pensez que c'est... Est-ce que vous avez entendu parler d'une précipitation de Nicolas Sarkozy dans l'annonce de sa candidature? La rumeur court. Non, mais ça, d'abord, j'apporte peu d'importance aux rumeurs, puis je n'ai aucune information sur ce sujet. Mais en tout cas, moi, je défends les primaires depuis 4 ans, parce que je pense que c'est la seule façon d'ouvrir le débat politique à la société française, de ne pas le laisser enfermé à l'intérieur des partis. C'est ce que je disais au début de notre entretien. Je pense qu'il y a une forme de décadence du système démocratique. Il faut le faire craquer en ouvrant à la société. Et une des façons d'ouvrir à la société, c'est de faire venir 4 millions de personnes pour choisir le programme et le prochain président de la République. Oui, les Français ont besoin de s'exprimer. On le sent, ils ont besoin de s'exprimer, ils manifestent leur colère à tous les instants, ils sont exaspérés par un système... Les Français ne veulent plus de Hollande-Sarkozy. C'est-à-dire qu'ils ne veulent plus... Vous le redites ou... Oui, ils ne veulent plus du remake de 2012. C'est pas la personnalité de Hollande ou de Sarkozy qui est en cause, même si on peut parler du bilan de François Hollande, mais c'est le fait qu'on dit aux Français, voilà, en 2012... François Hollande, mais jamais du bilan de Nicolas Sarkozy, parce que c'est le vôtre. Non, mais donc c'est difficile. Non seulement j'en parle, mais j'ai écrit un livre sur le sujet. Oui, c'est vrai. Et je suis même le premier à avoir parlé. On m'a beaucoup reproché, certains, dont Nicolas Sarkozy, m'ont reproché de parler du bilan. Non, pas du tout. Je fais notre bilan. Il faut, pour réussir les changements... Il faut un contrat démocratique. Le contrat démocratique, ça veut dire que vous allez devant les électeurs et vous leur dites voilà ce que je vais faire. Je vais faire la suppression des 35 heures, je vais faire la modification du code du travail, etc. En 2007, on n'avait pas ce contrat démocratique parce que ce n'était pas les engagements qu'on avait pris. Bien, François Fillon, j'ai 2-3 questions. La première, vous avez lu la tribune de Nicolas Hulot dans Le Monde lorsqu'il dit avec les migrants où est passée notre humanité? Je ne l'ai pas lu parce que j'étais absent de France. Mais c'est vraiment une question, bien sûr, c'est une question qu'on doit se poser. C'est qu'est-ce que l'Europe est capable de faire. Voilà. Mais en même temps, je pense que d'abord l'Europe devrait commencer par s'occuper sérieusement de mettre un terme aux causes de ces migrations. Et la cause principale de ces migrations, c'est les erreurs que nous avons commises en Irak et en Syrie. Donc, pardon de voir Nicolas Hulot, il voit le résultat, c'est-à-dire les vagues de migrants. Moi, je vois la source. La source, c'est la crise en Syrie. Quand est-ce qu'on va s'occuper sérieusement de mettre un terme à cette crise? Quand est-ce qu'on va avoir le courage de s'allier avec ceux qui nous permettront de mettre un terme à cette crise? Est-ce que vous avez eu des nouvelles de Renault? Je lui ai mis un petit mot pour lui dire que je ne chercherai pas à instrumentaliser ses propos, mais que j'étais très touché par le fait qu'il ait évoqué 2 sujets importants pour moi, qui sont l'honnêteté et les principes républicains. Bien, merci François Fillon. 8h55, vous êtes sur RMC BFM TV.